Nous allons donc démarrer avec des mots introductifs du RIOB et du RAOB. Tout d'abord, je me présente Christophe Brachet, donc du RIOB. Je suis le chef de projet du projet Peer-to-Peer. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Éric Tardieu, secrétaire général du Réseau international des organismes de bassin, le RIOB. Monsieur Tardieu. Merci Christophe et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau module du parcours pédagogique du projet Peer-to-Peer. Bienvenue depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis l'Asie, probablement pas depuis l'Amérique latine compte tenu de l'horaire, mais nous avons un deuxième webinaire cet après-midi pour couvrir toutes les géographies. Nous ouvrons donc aujourd'hui, je crois, une nouvelle étape dans la mise en œuvre du projet Peer-to-Peer, puisque les appariements sont constitués. Ils ont été sélectionnés à la fin du mois de janvier. Les plans d'action sont finalisés. Et félicitations à toutes et à tous, à nouveau, hein, pour cette sélection et pour le travail commun dans lequel vous vous engagez pour les années à venir. Les équipes du RIOB et les équipes du RAOB, le réseau africain des organismes de bassin, sont très fiers de pouvoir vous accompagner dans les années qui viennent. Et j'en profite au passage pour saluer mon collègue et ami secrétaire général de l'OMVS, qui nous rejoint aujourd'hui au titre du réseau africain des organismes de bassin, et je le remercie pour la qualité de la coopération que nous avons mis en place au sein de ce projet. Peer-to-Peer, c'est vraiment le projet phare du RIOB pour les années qui viennent. C'est le plus important pilier de notre programme de jumelage entre bassins, Twin Basin Initiative. Et notre objectif avec vous, c'est de renforcer les messages par l'action, de conjuguer la théorie et la pratique. À travers Peer-to-Peer, nous renforçons nos compétences individuelles, collectives, en multipliant les canaux de discussion, de formation, c'est le cas aujourd'hui, d'échange. Merci au passage à l'Union européenne qui, vous le savez, est le financeur de ce projet. Les approches par bassin, les organismes de bassin sont des plateformes de dialogue, des lieux de concertation, des lieux de construction de la confiance, des lieux de préparation partagée de l'avenir. Et dans le monde compliqué et violent qui est le nôtre, je crois à notre rôle, humble mais engagé, pour démontrer ensemble que le dialogue, le partage sont des voies efficaces pour construire un avenir durable. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est ce que nous ferons ensemble pour tous ceux qui pourront nous rejoindre en juin prochain à Rio de Janeiro pour le prochain sommet mondial des bassins que nous organisons, et vous aurez toute l'information nécessaire pour ceux qui ne l'auraient pas encore reçue. Voilà, je m'arrête là et vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Back to you, Christophe. Merci beaucoup, Éric Tardieu, secrétaire général du RIOB. Et je donne donc tout de suite la parole à Monsieur Ndior, secrétaire général de l'OMVS, l'OMVS assurant le secrétariat du réseau africain des organismes de bassin, le RAOB. Nioran. Merci, Christophe. Bonjour tout le monde. Euh, Monsieur le secrétaire général du RIOP, Mesdames, Messieurs les bénéficiaires et partenaires du projet Peer-to-Peer, c'est pour moi un plaisir de prendre la parole pour l'ouverture du deuxième atelier en ligne dans le cadre du parcours pédagogique du projet Peer-to-Peer financé par l'Union européenne et mis en œuvre conjointement. Cher Eric Tardieu, entre nos deux institutions, RIOP et RAOP. Je voudrais tout d'abord, excusez-moi, au nom de M. Abdel Vetta, haut commissaire
de l'OMVS, qui assure le secrétariat technique permanent du RAO, exprimer nos sincères remerciements à l'Union européenne et au RIOP pour la confiance et l'appui accordé au RAO. Le RAOP s'impose depuis plus de 20 ans comme une plateforme africaine incontournable, favorisant l'apprentissage mutuel, le renforcement des capacités et la solidarité entre bassins. Le Conseil du RAOP, son assemblée générale, s'est d'ailleurs tenue à Dakar il y a environ un mois. Ces instances y ont été renouvelées et le nouveau plan stratégique du RAOP a été adopté. Un nombre important des organismes de bassin transfrontaliers membres du RAOP sont bénéficiaires du projet Peer-to-Peer, ainsi d'ailleurs que plusieurs pays du continent mettant en œuvre la GIR par bassin au niveau national. C'est ainsi que sur les 21 appariements validés, comme a dit tout à l'heure euh, le secrétaire général du RAOP, par le comité de sélection de Peer-to-Peer, 15 incluent au moins un partenaire africain. Au-delà des appariements, aujourd'hui constitués et validés et qui démarrent leur travail commun, le projet Peer-to-Peer inclut un parcours pédagogique dont la réunion d'aujourd'hui constitue la deuxième étape. Les sujets généraux sur l'agir par bassin vont être abordés et les étapes suivantes vont être préparées pour les prochains mois. Celles-ci pourront inclure des formations sur des sujets pratiques déclinés par thème et par continent. C'est ainsi que le RAOB pourra être amené à prodiguer dans les 2 années qui viennent des formations à travers des ateliers régionaux en Afrique, à distance, mais aussi en présentiel lorsque cela s'avère pertinent. Sans être long, je souhaite à tous les participants des différents continents, un atelier peer-to-peer productif et instructif. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Monsieur Nyorndou, représentant du RAOB. On va démarrer maintenant le vif du sujet. Avant de rentrer dans les cadres régionaux du projet, je vais juste présenter rapidement, faire des rappels sur le projet vraiment en 2 minutes, hein, à travers 2 diapositives. Donc, c'est un projet qui dure 4 ans, qui a démarré en août 2024 pour un budget de 6,6 120 000 euros, financé donc par la Direction générale des partenariats internationaux de l'Union européenne, pour d'abord les organismes de bassin, mais aussi, comme vient de le dire Monsieur Nyorandou, les administrations gouvernementales en charge de l'eau, donc l'agir par bassin au niveau national, ainsi que d'autres partenaires scientifiques, voire de la société civile. Donc le RIOB met en œuvre le projet avec à ses côtés le RAOB pour un objectif général d'amélioration de la gestion de l'eau, bien sûr. Et tout cela s'inscrit, comme l'a dit Éric Tardieu, dans le cadre de la Twin Basin Initiative Global du RIOB et en coordination étroite avec la Team Europe Initiative que beaucoup d'entre vous doivent connaître pour les bassins transfrontaliers en Afrique, également financée par l'Union européenne, ainsi en lien avec la Convention des Nations unies sur les eaux transfrontalières de 1992, dont le secrétariat assurera d'ailleurs une présentation tout à l'heure. Slide. Donc, 2 objectifs principaux, hein, de composantes. Les échanges entre pairs, on vient d'évoquer qu'il y a eu 21 appariements validés et qui démarrent leurs activités, mais nous nous situons aujourd'hui dans la deuxième composante de renforcement des capacités à travers un parcours pédagogique. Juste pour rappeler donc les étapes de la sélection pour la composante 1, en mai, il y avait eu un appel à expression d'intérêt restreint, des propositions d'appariement et 21 appariements donc sélectionnés. Voilà, je m'arrête là pour cette courte introduction et ce rappel. Et on va tout de suite rentrer donc dans les cadres régionaux en commençant par les directives européennes. Et je donne la parole à Madame Henriette Fogerman pour délivrer sa présentation.
Madame very Henriette. much, and good morning, everybody. I will try to share my screen. Just give me 1 second. I cannot share screen. Can somebody give me access, please? Je viens de changer les réglages. Vous devez pouvoir. Oui. Thank you. Thank you. Yes, thank you so much. So I hope you can see my screen now. Oui, on voit bien. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you very much. So, good morning, and thank you very much for allowing me to present here this morning. The presentation was supposed to have been given by my colleague Dagmar, but unfortunately she fell ill, so I had to step in the last moment. So, apologies if I'm not as fluent as she would have been. Anyway, I will just present very briefly the EU water policy, the overarching EU water policy, which is the Water Framework Directive, which I'm sure you have heard about on many occasions. So basically, the reason for having the Water Framework Directive is that, of course, as you're all well aware, it's the same situation for you all. We have many various users. Oh. When you make a slideshow. Yes, I should be able to do that. Yeah, that's better, right? Yeah, it's right. Okay, sorry about that. Parfait. Yes. So we have, of course, very many different users. We have many demands, many pressures, and many impacts on water from some of all these sectors and users and etc. that you see on the screen. So water is really a cross-cutting issue, as you are well aware. So this is the underlying rationale for having the Water Framework Directive and the overall EU water policy, I would say. So the Water Framework Directive is at the center of the EU water policy, but we have many other directives that are associated with this. We started back in the beginning of when we started the regulation, we started with drinking water, nitrates, specific pollutants, the urban wastewater treatment directive, etc. And now all of this is built together in a framework that is really governed by this Water Framework Directive. So the basis of the Water Framework Directive is the river basin concept. As I think in this gathering of basin organizations, I don't need to explain very much why the river basin concept is the best way to handle these things. So our Water Framework Directive covers all surface and groundwater bodies, also transitional waters and coastal waters. It covers all pressures and impacts on waters, and it covers all the different aspects, so the ecological aspects, including hydromorphology, the chemical aspects, and the quantitative aspects. So we have environmental objectives for all of these. So the Water Framework Directive came out in year 2000, and the objective was that we would have good water status of European river basins in 2015, so with a 15-year implementation period. But there was an option in the directive to have some justified exemptions where we would have a longer implementation period up to 2027. The Water Framework Directive also stipulates that the river basins have to develop a program of measures to identify the most cost-effective way to address the different challenges and different pollutions, etc., in the river basins. It requires the use of economic instruments to make sure that there's an efficient use of funds for the investment, so that economic instruments are used to make sure we do things in the most cost-effective way.
There is a 6-year river basin management plan cycle built into the directive, meaning that every 6 years we have to update the plans to make sure that they are still adequate, to take into account what has changed, hopefully situations that have improved, and so on. It covers international river basins, and it is one of the EU tools that we use also to be compatible with the UN 2030 agenda. So, as you know, the EU has 27 member states, and all of these member states are bound to implement this Water Framework Directive. As the name says, it's a framework directive, so there are things that are not so clearly spelled out in the legislation, and that's why we developed with the EU member states what is called the Common Implementation Strategy, CIS, where we discuss and produce guidance documents for more specific aspects of the framework directive implementation to make sure that that member states have guidance so that they implement in the most harmonious ways across borders. So, in this river basin management plan that I said, the 6 years cycle plans, there's a specification of what needs to be in these plans. There needs to be a description of the river basin. There needs to be maps of surface water and groundwater, which identifies also protected areas. There needs to be a summary of the significant pressures and impacts of the human activity on the status of the both surface and groundwater. There needs to be a map of the monitoring network. There need to be clear environmental objectives for both surface groundwater and protected areas. There needs to be a summary of the economic analysis of the water use in the basin and a summary of the program of measure. And then a summary of also how the public has been involved in the consultation process and in the development of the program of measures. Transboundary cooperation is also covered by the Water Framework Directive in the nature of things, as we have 27 member states and many of the river basins are going across borders of different member states. The Water Framework Directive says that where the use of water may have transboundary effects, the requirement for the achievement of the objectives should be coordinated for the whole river basin. So there is a specific obligation for member states to coordinate across border, both with their upstreams and downstreams neighbors. So we have some of the big river basins that you're surely aware of, the Danube, Rhine, Elbe, etc. And they develop jointly river basin plans that, so as you can imagine, covers a very big part of the European territory. So, in summary, what the Water Framework Directive brings us, it brings really improved governance. We work together for sustainable water management. We have a very good planning process with public participation. It gives us integrated river basin management, so there's a transparent decision making that balances the environmental protection and the sustainable development. It helps us to address the technical challenges because there's a requirement to look at, as mentioned, all the different pressures on the environment, and also to look at adaptation to climate change, looking at emergent pollutions, etc. The program of measures is helping us also to abandon unsustainable practices and to focus on restoration of the water bodies. So the timetable, as mentioned, the directive was adopted in year 2000. First river basin management plans came out in 2009. The deadline for the objectives, as mentioned, was 2015. And then the second river basin and third river basin management plan cycle were with deadlines up to 21 and up to 27, and 27 is then the ultimate deadline for compliance, as I mentioned, for the river basin with which there were justified exemptions. We did an assessment of the third river basin management plans, and the report was published in February 2025. So you can have a look at that if you want to see how things are going. Just a few general words on what the report recommends.
So it recommends to increase the level of ambition and accelerate action, because there is still a rather large compliance gap, and it needs to be addressed as much as possible up to 2027. There's still a need to increase investments and ensure adequate financing. So despite a lot of implementation efforts, there's still a lot that needs to be done. We need to identify and put in place supplementary and other additional measures, for example, nature-based solution and other restoration techniques. So there's still a need to strengthen the link with some of these issues. We need to address water scarcity better through climate proofing in the River Basin Management Plan. It's already a requirement, but it has so far not been sufficient to the extreme, more and more extreme events that we see. So this means we need to establish water balances. We need to focus much more on water reuse and efficiency, and also, as I mentioned, through nature-based solutions. We need to work on improved transboundary cooperation through the international aspects of the River Basin Management Plans. So as mentioned, we are doing this, but it needs to be stepped up. We need a more restrictive interpretation and application of the exemptions. We need to close the knowledge gap and improve data availability for certain issues. And we need to proactively, our member states need to proactively implement some of the newer instruments, for example, the nature restoration law, that is one of the new pieces of legislation. So final slide. We came out in last year in... S'il vous plaît. Oui, merci. We came out in June last year with the European Water Resilience Strategy. So this is a building on top of the Water Framework Directive and the other legislation, and with the objectives to really restore and protect the whole water cycle, to build a water smart economy, and to secure clean and affordable water and sanitation. So there's a lot of actions also in the Water Resilience Strategy, and I would invite you also to look at that if you're interested, to see what are the specific actions that we are putting in place on top of the legislation. So with this, thank you very much for your attention, and I wish you a successful meeting. Merci beaucoup, Madame Henriette. Effectivement, ces directives européennes pourront inspirer très largement le parcours pédagogique qui va suivre ce webinaire dans les 2 années qui viennent. Après le continent européen, on va passer au continent africain. Donc, je vais donner la parole tout d'abord à l'AMCAO, le Conseil des ministres africains sur l'eau, son secrétariat de AMCAO, organe de l'Union africaine, qui sera suivi par une présentation du RAOB. Donc, tout de suite, la parole à Monsieur Nelson Gomoda, en vous demandant de respecter donc 5 minutes maximum pour vos présentations. Monsieur Nelson, à vous la parole. Je crois que vous partagez vous-même votre présentation. Yes, I can vous donner les droits. I hope you can hear me. Yes, let me share my screen as well, if it's okay with you. I hope you can hear me. I'll try to be quick. So in this... Okay, thank you. So I'll take you through a presentation, especially focusing on the Africa Water Vision 2063 and policy. And this has been endorsed by the heads of state in Africa as the framework for implementing the Agenda 2063 of the African Union. So we have the vision and policy that has been adopted by ministers last year in September, but then it was presented to the African Union during the heads of state that took place in February, just for their endorsement. And the focus of our vision is a water secure and a resilient Africa with the self-sanitation for all. Of course, we have a tagline which talks about assuring sustainable water availability and self-sanitation systems to achieve the goals of Agenda 2063.
As I shared with you, this was formally endorsed at the 39th ordinary session of the African Union, as you can see. And then later in the evening, we had the launch of this vision and policy. A high-level side event was convened in the evening of Sunday, the 15th of February. Here we can see the AMCO president, the minister from Zambia, as well as the commissioner for agriculture, rural development, water, and the environment. Now, just to share with you that what we did is based on a couple of things that we have noted. So maybe you might be asking, why did we have to develop the Africa Vision and Policy? First of all, there are 5 areas, or we can say key challenges. Number 1 is related to the climate change, as we know, and we have challenges related to climate change, focusing on aspects of erratic rainfall, droughts, and even floods. Those are some of the challenges. Then the water demand satisfaction also index, about 26% of the minimum economic, social, and environmental water demands. We need that to be met, and that's quite huge. And then also we are having a bit of challenges in terms of how much of the water infrastructure is accounting for Africa's annual growth domestic product. Then in number 3, we have had a demand surge, but this one is linked to now population. By 2070, we are expecting the population of Africa to increase to 3.2 billion people. And as of today, of course, we have about 1.5 billion as we know it. And all that means that we definitely needed to have increased water resources and making sure that we are able to power our economies. Number 4, again, it's an issue of the urban crisis, where, as we know, that not many of our urban or cities have access to basic sanitation, just to mention a few. And then we also are seeing a lot of pollution from the urban development of the water bodies. Then another key issue, which is number 5 here, is the cost of inaction, which would lead to conflict, migration, ecosystems collapse, and of course, stored Agenda 2063 goals. We may not necessarily achieve what we have set out to achieve in the African continent. Now, the Africa Vision and Policy, as you can see from this slide, is divided into 4 pillars. The first pillar focuses on economy and society. And under this, we have specific vision statements. VS stand for vision statement. So we have vision statement looking at universal access to safely managed water and sanitation. Vision statement number 2, sustainable water availability. And vision statement number 3 talks about a thriving blue economy, which sustainably leverages Africa's marine resources. The second pillar focuses on peace and security, and of course, we can just say diplomacy. And under this, we have 2 vision statements. Vision statement number 1 is talking about water governance systems, institutions, and transformative leadership grounded in international water law and the principles of subsidiarity, accountability, and transparency. This for us is very important, and I think this is where we're expecting the contribution of different basin organizations. Again, vision statement number 5 talks about water basins being recognized as shared natural assets for enhancing regional integration, peace, social inclusion, and political stability. The third pillar focuses on issues related to really climate change. So it's about sustainability and resilience, as you can see. And then the pillar that cuts across all the 3, which is pillar number 4, talks about innovation, capacity, and information. So basically, this is what we can say is the framework for the Africa region to help us attain assuring sustainable water availability and safe sanitation systems, of course, to achieve the goals of Agenda 2063 of the African Union. One of the aspects that maybe it's good for me to highlight before I close is that we are looking at a number of shifts, definitely paradigm shifts. So we are looking at new approaches, but to what one would think are still old problems. So number 1 is the emphasis on valuing water
as an economic asset. This is something that in this particular new vision and policy is articulated. And here we are talking about integrating water's full economic, social, and environmental value into national growth domestic product and accounting, of course. And then in number 2, we're focusing on a circular sanitation economy. And here we're also talking about mainstreaming the narrative to transform waste into a resource. And of course, also looking at number 3 here, we're talking about digital and cooperative governance. And again, the focus is integrating and of course also complementing open water related data platforms as trust building tools. So this is more or less like what we are really looking at in terms of new approaches in this new vision and policy. Chair, just to also highlight that the new vision and policy has specific targets looking at different milestones. So the first milestone is looking at 2023. We are looking at outcomes in terms of what we should be achieving by 2023. So in the period in between, we'd be focusing on investment-led regional integration. And this is where the basin organizations, most of us on the call, are quite important. Then the second period is looking at a systematic transformation. Here we have targets for 2043. And then we also have targets for 2053 and 2063, where we are looking at consolidating and, of course, ensuring sustainability of all our efforts over the decades that are coming. Key going forward for us is the development of the first implementation plan. And as I mentioned during the meeting of the Governing Council of AMCAO, the Secretariat was requested to develop the first implementation plan for the period 2026 to 2033. And this is where we are seeking the support of basin organizations as well as we work on this particular issue. And then this point that was raised in September by ministers was also emphasized during the 6th Specialized Technical Committee on Agriculture, Rural Development, Water and Environment, which again explicitly tasked the AMCAO Secretariat working with African Union Commission, African Union Bank, Africa Water Facility, and all the member states and stakeholders to develop the first implementation plan, as I have mentioned. Of course, we have shared this before with most of the our colleagues on the call, that we have a task team that has been set up and would like to have a sub-team that is also focusing on basin organizations. We're working on this so that we can develop a comprehensive first implementation plan. Basically, well, for this first implementation plan, we are looking at a couple of issues, but for now, we are looking at flagship initiatives. These are really initiatives that would be high impact and catalytic in nature, and of course, with regional variations. So the other aspects related to this, developing the smart monitoring and evaluation framework, working on the partnerships and institutional mapping, and of course, coordination arrangements. Thank you so much, Chair, and back to you. This is what I thought I could share with you. Merci beaucoup, Monsieur Nelson, pour cette présentation. Comme vous l'avez compris, le continent africain a une place particulière dans le projet peer-to-peer. Donc, bien sûr, l'AMCAO est un partenaire de premier rang. Je donne tout de suite la parole à Madame Aminata Sorna Diop, qui est la coordinatrice du projet peer-to-peer au sein du RAOB. Mélanie, je pense qu'il faut qu'on partage nous-mêmes la présentation. Oui, ce n'est pas le cas, vous ne voyez pas. On voit juste ici, d'accord, on voit la première diapo. Merci, Madame Diop, à vous la parole. Monsieur Brachet. Dear participants, I have the pleasure to make the presentation of ANBO. ANBO is the African Network of Basin Organization, and in 2000, the African Union adopted the African Water Vision with the recommendation to create a federation of river and lake basin organization in Africa in order to develop and adopt a common approach to transboundary water management. 2 years later, the African Network of Basin Organizations, ANBO, was created in 2002 in Dakar. The presidency was assumed by Niger Basin Authorities and the Permanent Technical Secretariat by OMVS. Next slide, please.
The objective of the network is to promote integrated water resources management at the level of river, lake, and aquifer basin as an essential tool for sustainable development and to establish a regional framework to support and exchange experiences and expertise between members for improved dialogue, and coordination of policies, strategies, and practices of water management. ANBO has 12 members around the continent. Next slide, and you can see it on the African map. And coming to the relationship with AMCO, we can say that ANBO is the technical arm of AMCO for matters related to transboundary water management, and ANBO provides a strategic framework for delivering on transboundary water components of the African Water Vision. Next slide. The vision is an influential federation of basin organizations to help its members to contribute to the African Water Vision, and the mission is to support the African RBOs in developing their capacity to play a leading role in sustainable regional economic development through promoting cooperation in water investment and management and cooperation and exchanges of experiences among its members. And the overall goal is the capacity of African Basin Organization for effective planning and implementation for a joint multi-sector investment program at a level basin. Next slide. We currently have two projects, the DINOBA project that want to boost the support to RBOs, funded by the French Development Agency, and the peer-to-peer, which is a global partnership program between basin organizations, funded by the European Union. ANBO held its ninth council in Dakar with the objective of reviewing, consolidating, and validating the network's strategic, programmatic, and institutional orientation in alignment with continental priorities in water government. We have a new strategy, and that strategy has to be linked with the African Water Vision 2063. The coming international meetings that need ANBO involvement are the World Basin Summit, the UN Water Conference, and the 11th World Water Forum. ANBO has different partners, and you can see them on the slide. And I thank you for your attention. And please feel free to ask any question that you may have. Thank you. Merci beaucoup, Aminata. Il y a effectivement des questions qui commencent à être posées dans le chat. Donc, on fera une session de questions-réponses après les différentes présentations régionales et internationales. Après, donc, les continents européens et africains, on va passer ce matin avec le réseau des organismes de bassin asiatiques, NARBO, et cet après-midi, pour ceux il y a une seconde session avec le réseau latino-américain. Donc, je donne tout de suite la parole à Monsieur Anton Mardiono pour parler du NARBO. Monsieur Anton. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you for the time. So, we are from NARBO, Network of Asian River Basin Organization. And as we know, we have two secretariat here, one in Japan, related to Japan Water Agency, and the second secretariat in Indonesia. So we are coming from Indonesian secretariat. Let me introduce about the NARBO. NARBO, established in 2004, aims to help achieve EWRM in river basin through Asia. NARBO's objective is to strengthen the capacity of effectiveness
of RBOs in promoting integrated water resources management and improving water governance through training and the exchange of the information and experiences among RBOs. Sorry. The NARBO members have reached 94 members from around 18 countries in Asia. And now the current chairman of NARBO is Dr. Imam Santoso. It's coming from Indonesia. Next slide. Okay. As a secretariat of NARBO, Indonesia is one of the world's largest archipelagic states located in Southeast Asia between the Indian and Pacific Oceans, comprising over 17,000 islands. And we have 8,000 watersheds consists of 128 main rivers basins and over 5,700 rivers. Water Resources Management Indonesia is governed by the Law Number 17 of 2019 regarding water resources. And it is also related about the implementation of the integrated water resources management through a multi-level governance frameworks. As we know, Indonesia faces increasing hydrological risks, including flood, droughts, and declining of water quality driven by climate change, rapid urbanization, and growing water demands. Next slide. As we know, the integrated water resources management also related to the strategic policies of the Indonesian governments, where the policies is listed in the President's strategic charter, especially the charter number 2 called Astacita. It is related with the strengthening the national defense and security system and encouraging national independence through self-sufficiency in food, energy, water, creative economy, green economy, and also blue economy. Next slide. Okay. So regarding to the Indonesia water demand by sectors, I think it's typically with another country in Asia, the water allocation is mostly for the irrigation. It is around 150,000 million meter cube per year, or it is around 74% water allocated for irrigations. And the second purpose is for household. It consists of 9%, and the third number is industry. The numbers is around 11,000 meter cube per year, million meter cube per year, and also for commercials and other purposes. So these 5 sectors and still also dominated by the irrigation sectors. Dealing with the water availability ratios across Indonesian river basins, the green colors represent a good water balance conditions. It is around 27.7% that yearly supply is bigger than the yearly demand. In yellow colors reflect the yearly supply more than the yearly demand, but sometimes in some periods in weekly supply it is less than the weekly demand. It is around 28.7% of the across the Indonesia. And the red ones
is represent the yearly supply less than the yearly demand, and a biweekly supply less than the biweekly demand. Unfortunately, 43.5% across Indonesian river basins. Next slide. John, The need of please. yes, the need of additional water storage. That is the information for the current water storage in Indonesia is around 10 until 20 billion meter cube, when the water storage needed is 30 until 40 billion meter cube, and for the per capita, it is around 100 until 150 meter cube. Next slide. As mentioned before, that the most allocated water is for the irrigation sector, so it produced the current paddy field around 7.3 million hectare, and current planted area is 11.4 million hectare. And in 2045, we have estimated planted area, it's around 15 million. Next slide, please. For national water resources sectors, Indonesia also adopt 5 strategic pillars of integrated water resources management. As we know, the first one is related with the water resources conservation. We concern how to ensure the long-term sustainability of water quantity and quality through protection, rehabilitation, and pollution control. We also concern about the water resources utilization, how to optimize the equitable and efficient use of water to support agricultural, domestic, industrial, energy, and environmental needs. We also concern about the water-related disaster risk management, how to reduce the risk dealing with the flood, drought, and erosion. So we consider also about the water resources information system. We think how to strengthen plannings, operation, and policy decision through systematic data collection, hydrological monitoring, and also about the knowledge integrations. And the last pillars, we concern to community and private sector empowerment, how to enhance the capacity, awareness, and active participation of local communities and the private sectors to promote inclusive and sustainable water governance. Next slide. Please conclude. Okay, so kind of the activities of NARBO, we have a kind activity of the implementation of integrated water resources management on small islands. And we also develop and contribute how to develop a coordination team for the water resources management. We have also pentaholics approach to collaborate many sectors in water resources, as for example, for the Citarum Harum project. The project is dealing with the how to manage the water quality and how to develop the model unity government, private sectors, academia, communities, and media as a concrete step in implementation of the integrated water resources management. Thank you for attention and thank you Merci for à the vous, time. Monsieur Anton. Merci beaucoup. Donc, ceci conclut le segment des cadres régionaux. Encore une fois, cet après-midi, on parlera également du cadre d'Amérique du Sud. On va passer maintenant aux cadres internationaux avec la Convention des Nations Unies sur l'eau, les eaux transfrontalières de 1992, dite Convention d'Helsinki. Et je donne la parole au secrétariat de cette convention qui est assuré par l'UNECE. Et donc, Monsieur Komlan Sangbana, à vous la parole.
Merci Christophe, et merci une fois de plus d'avoir invité le secrétariat de la Convention pour cette intervention. So my slide will be in English, but I will make my presentation in French. Alors, tout de suite, peut-être rappeler assez rapidement une évidence pour tous les acteurs du secteur de l'eau. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde au niveau global les ressources en eau transfrontières, effectivement, 40% de la population mondiale vit dans ces 300 bassins qui sont partagés, notamment les bassins fluviaux au niveau mondial, et plus de 400 donc aquifères, donc 40% effectivement de la population mondiale y réside. Et ces ressources en eau sont assez stratégiques en termes de moteur de croissance économique, de source de stabilité sociale et une garantie aussi de sécurité intergénérationnelle. C'est assez intéressant lorsqu'on écoute par exemple la présentation qui a été faite avec AMCAO, on voit bien que cela est bien reflété dans cette vision 2063 qui vient d'être adoptée par les chefs d'État de l'Union africaine. Mais ce que cela veut dire aussi, c'est qu'il, lorsqu'il en vient effectivement à ces ressources en eau au niveau global, la question de la coopération est clé. Mais cette coopération, comment y parvenir? Il faut, next slide. Comment y parvenir? C'est une question aujourd'hui qui est débattue au sein du système des Nations Unies et notamment donc les indicateurs des objectifs de développement durable ont adopté un indicateur assez spécifique qui adresse cette question, donc l'indicateur 652 qui mesure effectivement les progrès en matière de coopération transfrontière. Et lors du dernier exercice de rapportage qui a été fait en 2023-2024, il en est ressorti effectivement qu'aujourd'hui, sur les 153 États membres des Nations Unies qui partagent donc les ressources en eau transfrontières, peu effectivement des accords opérationnels sur l'ensemble donc de leur bassin partagé. Et donc l'importance effectivement de combler ce gap, et notamment lorsqu'il en vient aussi aux eaux souterraines, où nous avons vraiment très peu, sur les 400, moins de 7 ou moins de 10 en fait des accords opérationnels sur ces eaux souterraines. Donc le besoin effectivement de pouvoir avancer assez rapidement. Mais lorsqu'on parle de coopération, la coopération, nous le savons tous, voilà, c'est un peu le véhicule qui est posé, le mantra qui est posé. Mais au-delà de cette coopération, c'est toute la question de la confiance qui doit être bâtie. Et j'aimerais essayer de partir de ce citation du directeur des ressources en eau de la Banque africaine de développement très récemment, qui disait, lorsqu'on regarde en fait à la coopération, en général, il faut faire le parallèle avec le circuit de l'eau. Donc voilà, comme l'eau coule vers les points les moins résistants, effectivement, les investissements effectivement coulent aussi là où il y a moins de résistance. Et comment assurer effectivement que ces investissements puissent aller vers là où il y a moins de résistance. Par ici, résistance, c'est tout ce qui effectivement entrave la confiance entre les États dans la construction effectivement de cette coopération. Et c'est là que vient effectivement ces cadres globaux, mais aussi les cadres régionaux en termes d'outils qui sont des piliers fondamentaux de la construction de la confiance, mais aussi effectivement des cadres favorisant le développement et l'investissement. En gardant à l'esprit donc ces trois conditions essentielles lorsqu'on parle des cadres juridiques en règle générale, c'est d'assurer vraiment la clarté. Donc la clarté, donc quelles sont les règles sur lesquelles les États veulent s'accorder, la prévisibilité. La confiance grandit lorsque l'avenir n'est pas une surprise, et aujourd'hui avec les changements climatiques qui transforment effectivement tout, donc on a besoin de plus de prévisibilité, mais aussi la redevabilité, donc la accountability. La confiance repose effectivement aussi sur des engagements tenus, et dans cette période de crise du multilatéralisme, c'est assez important de revenir aussi sur des exemples qui marchent, parce que dans le secteur de l'eau, effectivement, nous avons quand même la possibilité de voir que cette coopération continue à avancer. Maintenant, lorsqu'on regarde au système dans le domaine spécifique de l'eau, et ça c'est une particularité de ce domaine, c'est différentes échelles. Donc c'est un cadre multiniveau où on part du global, au régional, au bassin.
au niveau même des sous-bassins. Et au niveau global, nous avons effectivement ces cadres globaux qui jouent un rôle fondamental, notamment à travers ces deux conventions globales qui ont été adoptées au sein du système des Nations Unies. La convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, que je pense que la plupart des collègues ici présents connaissent, mais aussi la convention de 1997 donc, sur le droit relatif aux utilisations à des fins autres que la navigation, donc la convention sur les cours d'eau internationaux. Next slide. Et aujourd'hui, ce que nous observons au niveau global, c'est quand même un momentum à la fois pour ces deux conventions. Aujourd'hui, pour la convention notamment de 92, nous sommes aujourd'hui à 59 pays qui ont adhéré. Nous sommes partis en 2016 de 43 pays, principalement dans la région pan-européenne. Et donc, avec l'ouverture globale de cette convention, aujourd'hui, nous avons 17 pays qui ont adhéré, les plus récents étant notamment la Jordanie qui a adhéré au mois de février dernier et le Botswana au mois de janvier. Et donc 17 et donc 14 qui viennent de la région Afrique. Mais nous voyons aussi un intérêt de plus en plus prononcé dans toutes les régions à travers le globe. Et aussi donc une dimension importante aussi pour la Convention de 97, nous avons aussi des États qui adhèrent. Et donc cette dynamique est reconnue aujourd'hui et constitue vraiment un développement important qui souligne l'intérêt à considérer ces cadres globaux pour pouvoir soutenir les efforts en matière de développement de la coopération transfrontière au niveau global et régional. Prochaine slide. Alors rapidement, sur ces deux conventions globales, c'est toujours important de garder à l'esprit que lorsqu'on parle de ces deux conventions globales, c'est des conventions qui sont complémentaires. Donc c'est vraiment des conventions qui sont complémentaires, qui ne se contredisent pas. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, au sein du système, il est promu l'adhésion de ces deux conventions en même temps. Nous encourageons les pays à y adhérer parce que toutes les deux conventions codifient les principes coutumiers de droit international de l'eau que nous connaissons quasiment tous, le principe de l'utilisation équitable et raisonnable, le principe, l'obligation de ne pas causer des dommages significatifs ou encore le principe de coopération qui sont reconnus et à travers maintenant un certain nombre de principes assez spécifiques dans les deux conventions, il y a un complément qui se fait, mais ce qu'on peut garder ici, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tous les outils, nous avons effectivement tous les principes qui promeuvent à la fois la gestion intégrée des ressources en eau, l'échange de données entre les États, et aussi tous les règles qui peuvent faciliter et sécuriser les investissements lorsqu'il en vient en fait à ces ressources en eau. Et c'est en cela que ces accords aujourd'hui irriguent en fait tout ce qu'il y a comme accord au niveau régional. Quand vous prenez aujourd'hui, que ce soit dans les différentes régions, les accords qui sont développés au niveau des commissions économiques régionales, pour prendre l'exemple par exemple de l'Afrique, que ce soit le protocole de la SADC ou la convention sur la prévention des conflits en Afrique centrale sur les ressources en eau partagées, ou même la directive récente de la CEDEAO, tous ces accords, ces arrangements reflètent en fait ces principes contenus dans ces deux conventions et les spécifient. On a parlé plus haut de la directive de l'Union européenne. La directive de l'Union européenne a été inspirée effectivement par la Convention de 92, notamment dans ces éléments relatifs à la coopération transfrontière et aussi un ensemble d'accords. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment ces accords qui sont là et qui permettent, ces conventions globales qui sont là et qui soutiennent à travers leur cadre, la mise en œuvre au niveau régional et sous-régional, donc des principes relatifs aux ressources en eau partagées. Prochaine slide. Alors, cela m'amène à peut-être regarder de manière spécifique à la Convention de 92, parce que la particularité de la Convention de 92 par rapport à la Convention de 1997, c'est que la Convention de 1992 est la seule, et comme nous le savons, qui dispose effectivement d'un mécanisme institutionnel qui soutient donc la mise en œuvre. Et donc, à travers un certain nombre d'activités qui sont initiées. Donc, il y a un programme de travail qui est adopté tous les 3 ans par la réunion des parties à cette convention et qui est
le tableau de bord sur lequel que nous suivons pour effectivement apporter un appui au pays, que ce soit en termes d'activité au niveau global, activité au niveau régional, mais aussi en termes d'activité au niveau national. Et aujourd'hui, nous avons initié un certain nombre d'activités de soutien et de développement d'activités pour les nouvelles parties. Et je m'arrête en particulier à me focaliser sur un de nos axes clés, qui est effectivement le soutien au développement d'accords de bassin et la mise en œuvre, effectivement, la mise en place des organismes de bassin. Et donc, nous sommes engagés dans plusieurs initiatives à la demande des pays. On peut souligner, par exemple, l'initiative en cours sur le bassin qui fait sénégalo-mauritanien, entre le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, dont cet accord qui va mettre en place un mécanisme de coopération sur cet aquifère, le plus important dans cette partie de l'Afrique occidentale. Et donc, dans cet accord, dont la validation technique a eu lieu au mois de janvier. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans la dimension de pouvoir assister peut-être à l'endossement politique en vue de sa signature lors de la prochaine conférence des Nations Unies qui aura lieu au mois de décembre. Et parallèlement, nous sommes aussi engagés dans plusieurs initiatives, que ce soit en Afrique australe, entre la RDC et la Zambie, par exemple, sur la Luapula le fleuve Luapula et le lac Mweru, où nous sommes aussi là engagés dans le développement d'un accord qui va mettre en place aussi un organisme de bassin pour soutenir la coopération entre ces deux pays. Et outre cela, nous avons des requêtes qui viennent du Moyen-Orient, de l'Asie, pour effectivement soutenir aussi la mise en place des cadres de coopération. Donc, ces conventions offrent effectivement cette possibilité d'appui pour accélérer le gap qu'il y a en termes de développement d'accords et aussi de mise en place d'organismes de bassin sur des ressources en eau partagées. Prochaine slide. Conclusion, s'il vous plaît. Oui, cela m'amène effectivement à peut-être à mes mots conclusifs de souligner que il faut absolument regarder les principes codifiés, j'insiste sur cela, les principes codifiés au sein de ces instruments, pas comme juste des principes à part, mais de pouvoir faire le lien entre ces principes et le développement et les investissements qui doivent avoir lieu en fait au niveau de ces bassins. Et donc, quand vous prenez notamment je reviens sur la question de la clarté aujourd'hui, nous savons que beaucoup d'investisseurs tiennent à ce que les risques soient réduits et donc à travers les principes codifiés dans ces conventions, aujourd'hui nous avons des règles assez claires sur le partage ou l'allocation des ressources en eau, sur l'échange de données et donc qui contribuent donc à la prévention des mécanismes des conflits. Et la même chose aujourd'hui à travers les principes d'utilisation équitable ou le principe de notification, nous avons la possibilité d'avoir le développement de projets conjoints au niveau de ces bassins. Prochaine slide. Voilà, je finirai avec cette slide qui effectivement est un programme de travail que nous avons de manière spécifique pour soutenir le développement des accords et la mise en place des organismes de bassin. Il y a des opportunités ici et souligner que nous avons notre prochain atelier global qui va adresser spécifiquement cette question, qui répond aussi aux requêtes que nous avons. Nous recevons énormément de requêtes dans le cadre du développement, mais aussi la révision des accords qui seront liés en fait au bassin. Et donc, le prochain atelier global que nous aurons au mois de juin à Budapest, ce sera du 22 au 23 plutôt, juin de cette année. Et donc, c'est aussi la possibilité de pouvoir aussi engager les différents partenaires ici présents et aussi les parties qui seront intéressées effectivement à recevoir donc un soutien dans le sens donc du développement de ces accords. Et donc, sur ce, je m'arrêterai ici et merci une fois de plus pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur Sangbana. Effectivement, cette convention de 1992 va constituer une base aussi pour le parcours pédagogique de peer-to-peer, sachant d'ailleurs que un certain nombre de bénéficiaires, de pairs du projet sont des pays accédant May I ask a question to the récemment. hello? Attention.
Oui, on Hello. va passer justement à la séance de questions-réponses. On va se donner quelques minutes. Il y a deux questions dans le chat, mais Monsieur Sajjad, je vous donne d'abord la parole puisque vous êtes intervenu. Monsieur Hossain, à vous la parole. Yeah, thank you. Probably Bangladesh has also become a party to the the Global Convention of 1992, maybe a month back or 2 months back, as I know. Next question is, you have mentioned Ganges Water Treaty under sub-basin, but how we know that Ganges is a basin, not a sub-basin? So these two point I submit to mention. Thank you. Merci. N'hésitez pas à vous présenter pour poser les questions. Donc, je pense que ça s'adresse à vous, Komlan. Je vous laisse rapidement répondre. Yeah, sorry, please, can you repeat the question? I think that I didn't really understand the point. Have you correcting something in my presentation, or what's if you can just repeat quickly? Me? Yeah. No, I the presentation on the 1992 Global Convention. Yeah. There, the presentation mentioned the Ganges Water Treaty under the sub-basin, but Ganges River itself is a basin, not a sub-basin. Okay. Next submission was that Bangladesh has become a party to the UN 1992 Convention. Yeah, exactly. Bangladesh is yeah. So I think you missed to mention that. That's 2 points. Okay, thank you. Yes, indeed. We have among the recent countries that acceded, we have Bangladesh that joined last year. And so I just mentioned countries that joined this year. So basically Botswana and Jordan. But of course, last year we had Bangladesh and Sierra Leone who joined the Water Convention. So Bangladesh as the first country from the South Asia. So yeah, so it's really important to mention one. And thanks also for correcting the other one on basin. The Ganges one. The Ganges one. We have, we have 3 separate basins. We have 3 separate basins: Ganges, the Brahmaputra, and the Baltic Meghna. Yeah, sure. Thank you. Merci beaucoup. On va donc passer à d'autres questions. Je vois que Madame Fofana de l'autorité du bassin de la Volta a levé la main, mais tout d'abord les questions du chat. Une première question qui a été posée par Monsieur Otum du lac Victoria Basin Commission, je pense adressée à Madame Henriette, je pense sur les directives européennes. Donc je vais la lire en anglais. How the 27 member states contribute to implementation of the common implementation strategy, and how do the Secretariat mobilize the resources for implementation? Madame Henriette Fogerman, pouvez-vous répondre à cette question? Est-ce que Madame Henriette est toujours là? Sinon, on va passer en attendant à la question suivante qui va être posée par Madame Fofana de l'autorité du bassin de la Volta. Madame Fofana. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Christophe, je voudrais m'intéresser un peu à la question de révision des accords. Je voudrais bien comprendre les conditions de révision de ces accords-là et voir dans quelle mesure nous pouvons inscrire l'ABV dans cette dynamique pour fluidifier davantage le fonctionnement en termes de rencontre des organes statutaires les principaux organes statutaires. Merci.
question s'adresse à qui? Comme là, c'est bon. D'accord, Kamlan, à toi la parole. Oui, bonjour Madame Fofana. Merci pour la question. Bon, effectivement, la question de la révision des accords, c'est d'abord un point qui est laissé à l'appréciation souveraine des pays. Aujourd'hui, nous avons un ensemble d'accords qui ont été adoptés par les États et qui, des fois, ne répondent plus à la réalité de gestion du moment. Et donc, ce qui revient le plus souvent, c'est notamment les aspects liés aux accords qui n'intègrent pas les aspects de changement climatique. Et donc, les pays aujourd'hui considèrent que, au regard de cela, il faut pouvoir voir comment intégrer des aspects qui sont liés à l'adaptation au changement climatique dans les accords, donc ils vont dans le sens de cela. Et peut-être là, un exemple très récent, c'est peut-être l'exemple de OCACOM, qui est passé, je ne sais pas si M. Ferra est en ligne, il pourrait mieux en parler, où nous avons un accord qui a été adopté par les pays, mais qui n'intègre pas toute la dimension de l'agir, qui n'intègre pas toute la question effectivement aussi d'évolution institutionnelle de cette organisation, et donc qui sont passés par ce processus de révision afin de pouvoir le mettre plus en phase et donc d'avoir un organisme plus robuste et plus efficient pour répondre aux problématiques de l'heure. Donc c'est vraiment à l'appréciation des États. Et pour nous, voilà, nous sommes là, nous avons ces instruments qui sont à disposition. Et donc, lorsque nous recevons les requêtes des pays, nous pourrons mesurer ou apprécier l'opportunité de pouvoir les accompagner. Merci. Requête des pays ou des organismes de bassin? Ah, pardon, Madame Fofana, on les a deux. plus trop le temps, on est un petit peu en retard. Les On va deux. passer aux questions suivantes. Bon, il a répondu les deux. Voilà. Alors, il y a une question dans le chat qui s'adresse, je pense, à Monsieur Anton du Narbo. Pendant la saison sèche, donc il faut traduire, pendant la saison sèche, la demande est supérieure en offre. Quelles sont les actions qu'on a mis en place pour faire face à ces défis? Monsieur Anton, je vous laisse répondre le plus rapidement possible. Monsieur Anton, vous êtes toujours là. Monsieur Anton Mardiono, à vous pour la réponse à Yes, cette question. please. Yes, please. Je repose la question. Pendant la saison sèche, la demande est supérieure en offre. Quelles sont les actions qu'on a mis en place pour faire face à ces défis au niveau du Narbo? Okay. The first countermeasure is how to make a best efficiency of the water allocation through the implementation of the information of technology application, smart technology for the operations, and also for the real-time and forecasting management. So we can forecast and we can mitigate the condition of the shortage of the water. And the second one, from that mitigation and forecasting, so we could operate the regulated water in the dams, in the barrages, in the weir, that we can save the water in the rainy season. We storage the water in the rainy season in the dams, and so we release the water for the dry seasons. Even the water still inadequate for the demands, so we could reallocate the that we can maintain the efficiency of the irrigation water, and some value we can reallocate the irrigation water to the domestic waters. Thank you. Merci beaucoup,
Je profite pour dire à Monsieur Otung de la LVBC que Madame Henriette n'étant plus là, la réponse lui sera fournie ultérieurement. Une dernière question de Monsieur N. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, le plus rapidement possible, votre question et la réponse ensuite, puisqu'on a pris un peu de retard. Monsieur Kane. Oui, bonjour, c'est Alioune Kane, professeur de l'école doctorale ou de l'université Cheikh Anta Diop. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié les exposés, mais j'ai vu que pour l'Afrique, vraiment, il y avait encore beaucoup de retard quand on se compare à l'Asie, en tout cas au point de vue quantitatif, quand on se compare à l'Europe. Et que nous, vraiment, l'eau, c'est une question de survie, comme on l'avait écrit dans les rapports précédents, et qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ben, j'ai apprécié les présentations de Gamonda, de Komlan. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore lieu de faire? Surtout, M. Komlan a parlé de ces bassins hydrogéologiques qui ne sont pas encore bien connus. Même les eaux de surface restent encore à développer. Donc, et également en matière d'infrastructure, parce que, bon, c'est bien de mettre tous ces cadres-là, mais encore en matière d'infrastructure, donc d'infrastructure, tous ces investissements-là, on a parlé de Blue Deal, on a parlé de Blue Economy, etc. Accélérer la cadence. Voilà ce que je demande très rapidement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alioune Kane, je ne vous avais pas reconnu. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une question, plutôt peut-être de commentaires, qui n'appellent pas spécialement de réponse et on a pris un petit peu de retard. Donc, je propose qu'on passe au segment suivant. On va passer donc aux exemples concrets maintenant les piliers, ce qu'on appelle souvent les piliers de l'AGIR, qui est la gestion intégrée des ressources en eau par bassin. Donc, je vais d'abord passer la parole à Madame Agathe Guittard et Monsieur Rémi Boyer du RIOB pour qu'ils décrivent justement ces piliers de l'AGIR et on donnera ensuite un exemple précis sur la gestion de bassins transfrontaliers en Afrique. Agathe, Rémi, à vous la parole. Bonjour à toutes et tous, chers collègues, chers amis du réseau international des organismes de bassin et du projet Peer-to-Peer. Pour Agathe Guittard et moi-même Rémi Boyer, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à ce deuxième webinaire du parcours pédagogique du projet Peer-to-Peer, au cours duquel nous allons détailler de façon très synthétique les différents piliers de la gestion intégrée des ressources en eau qui feront l'objet de détails ultérieurs dans le cadre de ce parcours pédagogique avec des formations. Toute une séquence de formations sera mise en place à laquelle vous serez auditeurs et nous vous invitons à cela, mais aussi acteurs. Et on serait ravis d'avoir vos contributions sur ce processus pédagogique, de parcours pédagogique, pour que vous puissiez partager vos expériences, puisque vous êtes des praticiens qui connaissez parfaitement les différents sujets que nous allons donc présenter maintenant sous la forme d'un teasing, si je puis dire. Donc le premier, c'est la question de l'échelle du bassin versant. Le deuxième pilier qui sera évoqué, c'est celui de la connaissance, avec les systèmes d'information sur l'eau. Le troisième sujet sera celui de la gouvernance, de la participation. Le quatrième, la planification. Le cinquième, le financement. Et le sixième, les solutions fondées sur la nature. Donc, je me permets de commencer par l'échelle du bassin versant. Ce n'est pas une surprise, ça a été évoqué à plusieurs reprises dans les présentations antérieures, donc j'irai rapidement là-dessus. Nous sommes le réseau international des organismes de bassin, donc la notion de bassin est évidemment au cœur de la démarche. Je crois que nous partageons tous l'idée qu'il s'agit d'une échelle cohérente du point de vue hydrographique, parce qu'elle permet d'intégrer les ressources en eau, des sources à la mer, l'eau bleue, les eaux vertes, les eaux de surface, les eaux souterraines. Bien sûr, on sait que les bassins versants hydrogéologiques peuvent être différents des bassins versants de surface. Néanmoins, l'idée centrale ici, c'est celle de la continuité avec des enjeux d'intérêt commun, de l'amont à l'aval, pour mieux intégrer les différents usages. Donc on prend le parti ici pour montrer cette logique amont-aval et aval-amont
de se mettre dans la peau d'un saumon, que ce poisson qu'on retrouve dans certains de vos pays, pas tous, mais qui est assez représentatif de cette continuité, puisqu'il fait face au long de sa remontaison dans son cycle biologique ou de la descente des cours d'eau, selon le moment de son existence, il fait face à tous les enjeux du bassin versant. Le transport, les zones estuariennes, la question des déchets, les grandes villes, l'industrie, la problématique agricole du point de vue de l'élevage et du point de vue de l'agriculture irriguée, les zones humides, la question minière, l'assainissement, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, l'hydroélectricité, la biodiversité aquatique dans toutes ses splendeurs, et également les zones de captage sur les têtes de bassin, avec tout le couvert forestier qu'il convient de protéger dans les relations, bien sûr, avec les eaux souterraines que nous évoquions antérieurement. Donc, cette échelle du bassin peut être mise au pluriel. En fait, il y a des échelles de bassin avec deux défis que vous connaissez au quotidien. Le premier, c'est celui de la superposition, c'est-à-dire que les bassins versants ne correspondent pas toujours, ou même plutôt rarement, aux divisions administratives, ce qui implique un enjeu d'articulation, c'est l'effet de superposition. Et le deuxième effet, c'est celui de l'imbrication, c'est-à-dire que dans un bassin, nous avons beaucoup de bassins. Je crois qu'une question précédemment a montré cela. Il peut y avoir des sous-bassins, des bassins, des macro-bassins, des bassins versants transfrontaliers. Et donc, c'est l'effet gigogne, pardon pour les traducteurs ou traductrices, mais il y a un enjeu d'échelle imbriquée qui est nécessaire à prendre en compte et auquel le RIOB est très attaché. Agathe, je te laisse la parole sur les systèmes d'information. Merci Rémi. Je vais maintenant vous parler des systèmes d'information, car comme vous le savez, la connaissance est une condition préalable à l'action et on ne peut gérer que ce que l'on connaît. Donc la situation qu'on observe régulièrement, c'est qu'il y a de nombreuses données qui sont produites à différents niveaux par différentes organisations et que seulement une petite partie sont utilisées. Next. Et néanmoins, on observe des besoins des organisations d'avoir accès à une donnée qui est organisée, vérifiée, fiable et à jour. Et donc, c'est pour cela qu'on met en place des systèmes d'information pour faciliter cet accès. Et par contre, un point très important qu'on souhaite souligner, c'est que pour mettre en place toutes ces solutions techniques, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique avec une forte implication des acteurs et un cadre qui permet cette coopération et ce partage de données. Next. Donc, je vais juste illustrer donc la mise en place d'un SIE avec un exemple qui est celui du Laos, où des grandes étapes pour mettre en place un système décentralisé qui permet donc la mise en relation des données produites en opposition à un système centralisé. Donc, je vais vous décrire ces étapes. Tu peux y aller, Mélanie. Donc, la première, c'est l'identification des producteurs de données, des données produites et des gestionnaires de données. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Et ensuite, les étapes suivantes sont pas forcément, sont plutôt en parallèle, quoi. C'est pas à la suite, c'est plutôt en parallèle. Donc, il y a, comme je l'ai dit, là, un besoin de trouver un accord pour le partage de données, mettre en place un cadre qui permet ce partage de données. Il y a la mise en place de solutions techniques pour le partage et pour la visualisation de ces données et la production d'outils pour faciliter la compréhension des décideurs et du grand public. Et deux conditions vraiment indispensables pour le long terme, c'est assurer qu'il y ait une bonne maintenance de ce système et un financement bien évidemment du système. Donc voilà, c'était juste pour se faire une petite introduction sur les systèmes d'information et je vous invite à aller voir si vous souhaitez déjà aller plus loin sur le sujet. Je vous invite à aller voir le manuel publié par l'URIOB et l'UNESCO sur les systèmes d'information que vous pouvez trouver sur le site du RIOB. Rémi, je te repasse la parole. Le troisième sujet, c'est celui de la gouvernance et de la participation. Elles sont surprises à nouveau. Les ressources en eau peuvent générer ou susciter des regards différents, des visions différentes, potentiellement en opposition, voire en conflit. Et donc, la gouvernance est nécessaire pour articuler la gestion des ressources en eau entre les secteurs, entre les usagers et construire ensemble cette appropriation sur les ressources communes
afin de préserver la quantité et la qualité des ressources. Trois axes pour renforcer cette gouvernance pour la gestion des ressources en eau. D'abord, le cadre légal et réglementaire, qui est important mais pas suffisant, parce qu'il doit être ensuite mis en œuvre. C'est une chose d'avoir des textes, c'est une autre de les appliquer. Et pour cela, il est essentiel de favoriser l'articulation interinstitutionnelle, donc au niveau des différents ministères concernés par la gestion des ressources en eau selon leur secteur, mais aussi avec les autorités locales, les autorités décentralisées au niveau municipal et ou régional selon les pays. Et il y a enfin la question de la participation des usagers, puisque ce sont eux finalement qui ont un impact direct sur la ressource, que ce soit pour l'usage et que ce soit pour les contaminations. Donc les associer à la décision et à la priorisation des réponses est une stratégie très efficace selon le réseau international des organismes de bassin pour favoriser une bonne réponse aux enjeux de gestion. Trois exemples très rapides. Vous en avez beaucoup en tête puisque vous êtes vous-même des organismes de bassin. Je pense au comité de bassin du Rio Porto Viejo en Équateur, le comité de bassin du lac Itache à Madagascar et un certain nombre de comités de bassin en Asie, en l'occurrence celui du Stungsen au Cambodge, dont Agathe va reprendre l'exemple pour les questions de planification. Merci. Oui, je vais donc vous parler de planification participative en présentant aussi cet exemple du Stungsen. Donc, on parle de cycle de planification dont la première étape est de faire un état des lieux pour comprendre la situation des ressources en eau, du bassin, des usages, des pressions. Et dans le bassin du Stungsen, ça a été fait notamment Next avec des enquêtes et des mesures de terrain. Les étapes suivantes qui sont faites plutôt en parallèle et en itération, donc il y a l'identification d'objectifs communs qui doivent rester réalistes sur la base de scénarios d'évolution des ressources et des objectifs de développement durable et l'élaboration d'un plan d'action qui coordonne un peu les priorités des différents acteurs du public et pour lequel il faut bien identifier les ressources à allouer. Donc dans le cas du Cambodge, Next, ça a été fait via des consultations du public qui ont identifié les priorités, qui les ont priorisées et ensuite il y a eu un travail d'identification d'actions qui ont été chiffrées dans ce plan d'action. Donc on passe ensuite à la phase de mise en œuvre du plan d'action pour laquelle il faut vraiment nécessite l'engagement du public et l'appui des autorités locales et nationales. Donc au Cambodge, ça a été fait notamment à travers un programme de mesures qui est suivi par donc ce fameux comité de bassin du Stungsen dont Rémi a parlé, d'où l'importance d'une bonne gouvernance pour cette partie de planification. Il faut ensuite prévoir et mettre en œuvre le suivi et l'évaluation du plan, qui peut être fait via un tableau de bord, par exemple, comme on a pu le faire au Cambodge. Et ensuite, sur la base de cette évaluation, on peut, comme on parle de cycle, on peut planifier un nouveau cycle de planification. Donc après une certaine temporalité, ça peut être 5 ou 10 ans, enfin n'importe, ça dépend des cas. Et donc par exemple au Cambodge, je vous invite à aller voir si vous le souhaitez un livre qui a été publié qui retrace un peu les 10 premières années de mise en œuvre de l'Agir dans ce bassin du Stungsen. Rémi, je te repasse la parole. Pour soutenir ces démarches de gestion intégrée des ressources en eau, il est fondamental de se poser la question du financement selon deux axes de nouveau. Alors d'une part, la question des coûts, récupération des coûts de l'Agir, du point de vue d'une part de l'Agir elle-même, c'est-à-dire les systèmes d'information sur l'eau, la gouvernance, la formulation de la planification, la facilitation technique, l'animation territoriale, qui est en fait une partie des coûts qui est relativement faible, mais qui est un levier important pour ensuite la part principale du financement, qui est celle de la mise en œuvre de la planification elle-même, avec les coûts associés, qui doivent être considérés dans leur ensemble, c'est-à-dire en termes d'investissement, en termes d'exploitation, de maintenance. Également prendre en compte, non seulement du point de vue financier, mais aussi du point de vue économique, les bénéfices apportés par les écosystèmes et le coût de l'inaction, c'est-à-dire le décalage dans le temps de dépenses non faites aujourd'hui qui peuvent coûter beaucoup plus cher à terme.
D'une part, cela nécessite de l'analyse économique et d'autre part, cela nécessite également de réfléchir lors de la programmation au coût effectif de chacune des mesures. Sur la question des ressources associées maintenant, les besoins peuvent être importants, mais cela implique une approche pas à pas, qui n'est pas nécessairement un obstacle si on réfléchit de façon très progressive. Donc, d'abord, faire le plus avec les fonds disponibles, utiliser les effets leviers, renforcer les mécanismes existants et développer de nouveaux mécanismes en évitant les surcoûts ou les coûts de transaction doublés par une éventuelle mauvaise articulation intersectorielle. Il y a un grand nombre de mécanismes, je ne rentrerai pas beaucoup dans le détail, je reprendrai la logique des 3 T de l'OCDE, la tarification pour l'infrastructure des services, les taxes qui peuvent être de deux natures, la fiscalité générale d'une part, qui au final sera celle qui couvrira les coûts, qui ne sont pas pris en charge par d'autres mécanismes, et la fiscalité spécifique, notamment la question des redevances. Et enfin, les transferts, l'aide internationale et les mécanismes ad hoc volontaires au niveau territorial, comme par exemple le cas des fonds d'eau en Amérique latine. Je citerai juste comme exemple ici les redevances qui existent au Brésil, collectées par les agences de l'eau, qui couvrent des redevances sur les usages, notamment sur les pollutions également, et qui financent ainsi des investissements et une redistribution au niveau du bassin, et même des actions de conservation via des paiements pour services écosystémiques sur les parties hautes. Notamment les solutions fondées sur la nature. Agathe. Voilà, donc on va terminer avec les solutions fondées sur la nature et notamment les mesures naturelles de rétention d'eau, car comme dit tout à l'heure par Madame Henriette Fogerman, la Commission encourage la mise en place de ces solutions inspirées par la nature et qui permettent notamment d'améliorer la capacité de rétention d'eau d'un territoire. Donc ces mesures sont plutôt définies comme soft et multifonctionnelles et à moindre coût, et permettent notamment donc d'atténuer les effets des événements extrêmes que de nombreux territoires connaissent, comme les inondations et les sécheresses, et également de restaurer la biodiversité et les écosystèmes. Next. Donc sans trop détailler, mais juste pour dire qu'il existe une grande variété de mesures qui peuvent être mises en place en fonction des contextes, notamment dans les contextes urbains, agriculture, les forêts et les environnements aquatiques. Et on considère 2 grands types d'actions. Donc la première partie, c'est d'agir sur les écosystèmes, donc en les préservant, les restaurant notamment. Et l'autre, c'est d'agir sur les pratiques, donc les pratiques agricoles, de gestion des forêts, aménagement urbain notamment. Donc ça sera bien sûr détaillé plus dans un autre webinaire qui en parlera plus. Et en attendant, n'hésitez pas à nous faire part, comme l'a dit Rémi, hein, d'exemples ou de sujets que vous souhaiteriez détailler dans la suite des webinaires. Merci beaucoup Agathe, Rémi du RIOB. On est dans le parcours pédagogique de peer-to-peer, même si on reste dans les généralités dans ce deuxième webinaire, mais vous avez déjà donc une première formation sur la GIR, sur ses piliers. N'hésitez pas à poser des questions. On est vraiment en retard, mais on se laissera quand même un moment de questions à la fin. Pour terminer ces aspects relatifs aux méthodes de GIR, on va avoir un exemple concret de GIR transfrontalière en Afrique qui va être présenté par Monsieur Fawzi Bedreddine, qui est le directeur des infrastructures régionales de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et qui parle également au nom du RAOB. Monsieur Fawzi, à vous la parole. Merci Christophe. Merci Mélanie. Donc bonjour à tous. Je m'en vais vous parler. Bon, je sais que c'est pas toujours facile de passer en dernière position, parce que souvent le temps est passé et on va nous presser, mais je vais essayer de faire le maximum. Donc, je vais vous parler de l'exemple de l'OMVS dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'OMVS, c'est l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, créée en 1972, qui a 4 États membres, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Donc, vous avez là une carte du bassin du fleuve Sénégal avec les 2 grands ouvrages majeurs de notre organisation, qui sont le barrage de Manantali
en amont sur la Bafing, et le barrage de Gama qui est au niveau de l'embouchure, qui est un barrage anti-sel. Donc, l'organisation, comme je l'ai dit, NEX, a été créée en 1972 par 3 pays, donc Mali, Mauritanie et Sénégal, rejoints par la Guinée en 2006. Et donc, NEX. Donc, les missions de l'OMS à la base, quand les chefs d'État l'ont créée en 1972 dans un contexte de sécheresse aggravée, étaient 5, principalement réaliser l'autosuffisance alimentaire pour les populations du fleuve Sénégal, réduire la vulnérabilité des économies de ces États aux aléas climatiques et accélérer le développement économique de ces États et préserver l'équilibre des écosystèmes de la région, particulièrement au Sénégal, et enfin, sécuriser et améliorer les revenus des populations NEX. Donc, en créant cette organisation, les principes de base ont été mis en place. Ils sont des principes de solidarité et de partage qui cadrent un peu l'action de l'organisation, le dialogue et la concertation dans le processus et mécanisme décisionnel et les méthodes participatives pour impliquer les acteurs du bassin. Et donc, vous voyez vous voyez un peu que ces principes déjà sont centrés autour de l'agir. Et donc, pour ce faire, pour arriver à ça, il a fallu mettre en place un dispositif institutionnel et de gouvernance qui est adapté au contexte. Donc, nous avons l'organisation, elle est bien sûr chapeautée par la conférence d'État et du gouvernement, qui a un conseil des ministres qui est l'organe d'exécution de supervision des activités de l'organisation. Il y a un haut commissariat qui est l'organe de coordination et il y a plusieurs sociétés qui ont été mises en place pour gérer les différents ouvrages de l'OMVS. Ça, c'est au niveau régional, avec un certain nombre d'organes consultatifs comme le comité de bassin et la commission permanente des eaux. Et au niveau national, nous avons des cellules OMVS, des comités nationaux de coordination. Et au niveau local, nous avons des comités locaux de coordination. Je m'excuse pour les anglophones parce que je n'ai pas eu le temps de traduire les slides. Donc, justement, pour venir à notre sujet qui est la gestion intégrée des ressources en eau, je vais faire une petite historique. Donc, nous avons, à la création de l'organisation en 1972, établi des accords de première génération qui ont vraiment été sous-tendus par une vision purement étatiste avec la priorité aux aménagements. Je pense que c'est un peu la même chose partout, même en Europe et en Amérique et en Asie. Donc, dans un premier temps, vraiment, l'idée, c'était de mettre en place ces ouvrages, essayer de réguler le fleuve pour vraiment pouvoir valoriser les ressources en eau. Et à ce moment-là, il faut l'avouer qu'il y avait une faible participation des populations. Et entre 1987 et 2002, justement, c'était la période d'exploitation des ouvrages. Et donc, c'est à ce moment-là que certains impacts négatifs sont apparus suite à la mise en place des ouvrages. Et donc, il fallait prendre en charge. Mais le vrai tournant, au niveau de l'OMVS, il a été acté en 2002 avec l'adoption de la charte des eaux du fleuve Sénégal, qui a mis au cœur de son dispositif une approche participative intégrée au régime juridique de l'OMVS qui met les populations au cœur du dispositif des décisions et du dispositif de suivi des grands projets. Et pour l'illustrer, vous voyez, je vous donne ici le préambule de la charte des eaux qui dit « Considérant que le partage des ressources en eau entre les usages, leur gestion et leur mise en valeur devront s'effectuer en tenant compte de l'objectif de développement durable, en y associant les différents acteurs qui sont les usagers, les gestionnaires, les décideurs, les aménageurs, les experts concernés dans une approche globale et intégrée. » Donc ça campe un peu, si vous voulez, l'objectif principal de cette charte des eaux qui est centrée, comme je l'ai dit, autour des populations. Next, donc, rapidement, pour résumer le contenu de cette charte des eaux, donc, elle fixe d'abord que ça, c'est un principe qui est très important au niveau de l'OMVS. Je pense que c'est un principe qui est unique en son genre. Oui? Hello? Okay. Yeah, you can text. Okay, sorry. Yes? Non, je pense que c'est juste un micro qui est ouvert. J'en profite pour vous demander d'accélérer, Monsieur Bedreddine. Je pense que c'était juste un micro qui était ouvert. Donc, elle fixe le principe de la modalité de la répartition, disons, entre les usages. Donc, au niveau du bassin du fleuve Sénégal, la répartition des eaux se fait entre les usages qui sont l'agriculture, l'énergie, la navigation et l'eau potable et industrielle. Définir les modalités d'examen, d'approbation des projets. Donc, tous les projets qui sont mis en place font l'objet d'approbation au niveau de la commission permanente des eaux dans laquelle il y a tous les acteurs concernés. Détermine les règles relatives à la préservation et la protection de l'environnement, définit aussi le cadre et les modalités de participation de ces usages et s'applique à l'ensemble du bassin hydrographique du fleuve Sénégal. Next. Donc, après ça, après l'adoption de la charte des eaux, il a fallu revoir les dispositifs en fonction de cette charte des eaux. Et donc, c'est à Nouakchott en 2003,
à l'occasion d'une conférence de chefs d'État que, justement, il y a eu une restructuration des objectifs de l'organisation et de ses missions. Et donc, pour renforcer la gestion concertée impliquant de manière itérative tous les acteurs du bassin, l'approche inclusive pour fonder un programme de coopération nécessaire et l'action dans un cadre environnemental stratégique, surtout que la question environnementale est revenue au cœur des préoccupations de l'OMVS. Donc, pour dire un mot de la participation effective du public aux grandes décisions de l'organisation, donc nous avons la commission permanente des eaux, comme je l'ai dit, qui est l'organe consultatif qui prend des décisions par rapport à la répartition des eaux du fleuve entre les usages. Et donc, nous avons un statut d'observateur à tous les usagers des collectivités territoriales et des comités de gestion décentralisés. Au niveau national, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons des comités nationaux de coordination dont le rôle est de faciliter la concertation au niveau national et l'interface avec le niveau sous-régional, des comités locaux au plus bas niveau de l'échelle qui s'occupent de la facilitation de la concertation, et nous avons des associations d'usagers qui s'occupent un peu de la distribution de l'eau au niveau de l'entité la plus petite, qui est l'axe hydraulique. Pour illustrer un peu ce que je viens de dire, donc je vous donne ici un schéma de validation de notre plan d'action stratégique, et ce schéma, il s'applique à tous les projets de l'OMVS. Et donc, ce schéma s'est appliqué au plan d'action stratégique, nous l'avons appliqué au SDAG, au schéma directeur dans la zone et à tous les autres projets de l'OMVS. Donc, pour finir, pour dire que nous sommes entrés dans une ère moderne aussi de planification et de gestion des ressources en eau. Et donc là, le dernier slide montre un peu la page d'accueil de notre portail d'accès du SIE, que nous avons développé avec nos partenaires et qui va être vraiment la plateforme de base pour justement gérer ces dispositifs de gestion intégrée des ressources en eau en donnant les accès à tous les acteurs et tous les participants. Je m'arrête là parce que le temps est court et je reste à la disposition en cas d'éventuelles questions. Merci Christophe. Back to you. Merci beaucoup, Fawzi. On va passer maintenant au segment participatif de ce webinaire. Donc, vous allez vous-même interagir, sachant que un certain nombre de questions vont aussi concerner vos souhaits ou possibilités d'intervenir en tant que formateur vous-même, même si vous êtes aussi bénéficiaire, mais sur certains thèmes, vous pouvez partager vos connaissances lors du parcours pédagogique dans les 2 années qui viennent. C'est Madame Mélanie Fayet du RIOB qui va animer cette session participative. Mélanie, à vous la parole. Oui, donc pour commencer, vous m'entendez? Oui. Pour commencer, je voulais quand même vous présenter les résultats, quelques résultats du premier module pédagogique au cours duquel on avait interrogé les participants sur les sujets qui les intéressaient et aussi les types de contenus qui les intéressaient pour les prochains modules thématiques du parcours. Donc voilà, pour revenir rapidement sur le type de contenu qui intéressait les pairs, on voit qu'il y a beaucoup des outils méthodologiques et aussi les catalogues de pratiques qui ressortaient comme les contenus qui pouvaient intéresser les participants au premier module. Sur les sujets, donc là, on avait posé la question sur les 5 piliers généraux de l'AGIR. Ceux qui ressortaient comme prioritaires, c'était plutôt tout ce qui est planification avec les plans d'action et l'engagement du public, mais aussi tout ce qui est connaissance, système d'information sur l'eau et données. Et également la thématique des financements ressortait comme assez prioritaire. Nous avions aussi posé des questions sur certains sous-thèmes, notamment excusez-moi, sur les systèmes d'information sur l'eau, c'est le dernier graphique, là, le plus à droite. Essayer de détailler les sous-thèmes qui intéressaient le plus les pairs. Il était ressorti que c'était plutôt le sujet des systèmes d'information sur l'eau en général et de l'interopérabilité des données. On va avoir une autre question aujourd'hui sur ça, c'est pour ça que je détaille ces résultats. Et sur les sujets qui ne font pas partie des 5 piliers préidentifiés, 5 piliers de l'AGIR, certains sujets comme les solutions fondées sur la nature, comme l'adaptation au changement climatique, étaient ressortis comme importants pour
pour les participants du premier webinaire, c'est-à-dire qu'il y avait des besoins sur ces sujets. Donc maintenant, ce que l'on vous propose, c'est comme lors du premier webinaire, pour ceux qui étaient déjà présents, c'est d'utiliser un outil de sondage, l'outil WooClap. Donc vous pouvez voir sur cette diapositive un QR code. Si vous voulez répondre au sondage sur votre téléphone portable, je vous invite à scanner ce QR code. Si vous préférez répondre sur votre ordinateur, vous pouvez tout simplement ouvrir une page avec votre navigateur Internet, taper l'adresse www.wooclap.com et entrer le code. Pardon, là, ça n'a pas été mis à jour en haut, mais ça c'est bien mis à jour sur le visuel. Le code à rentrer, c'est W2P2P. Pour vous connecter à la bonne session sur WooClap. On vous demande ensuite un identifiant, de vous nommer. Ce que l'on vous demande, c'est si possible de choisir le sigle de votre organisation pour qu'on puisse voilà, identifier les réponses et peut-être savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à proposer comme intervention lors des prochains modules. Donc, je vais arrêter le partage de cet écran du diaporama pour partager cette fois-ci l'écran WooClap. Donc voilà, je vais repartager mon écran. J'espère que la plupart d'entre vous ont pu se connecter au WooClap. Sinon, vous voyez là qu'il apparaît encore. Donc, vous pouvez continuer à vous connecter. Pour l'instant, il y a 12 participants connectés. Donc, on va attendre encore un petit peu. Dans le chat, vous pouvez aussi trouver à la fois le QR code, mais également l'adresse Internet sur laquelle vous pouvez vous connecter si vous préférez fonctionner avec votre ordinateur. Donc voilà, une fois que vous êtes sur la page d'accueil de WooClap, vous rentrez le code W2P2P et ensuite vous nommez si possible avec le sigle de votre organisation pour qu'on puisse vous reconnaître. Vous n'avez pas besoin de vous identifier précisément avec une adresse mail, mais ça facilitera l'interprétation des résultats si vous vous nommez de façon significative. Il y a 14 personnes inscrites. Si vraiment vous avez des problèmes pour vous connecter, n'hésitez pas à le dire. Donc, je le redis, mais dans le chat, vous avez plusieurs solutions pour vous connecter, soit le QR code, soit l'adresse Internet. Donc, 15 personnes connectées. Voilà, ça progresse encore, donc je patiente un petit peu. Après, on va quand même passer aux questions. Voilà. Donc, sur la première question, donc l'objectif de toutes ces questions, c'est bien de savoir sur quelle thématique du parcours pédagogique, vous, en tant que père ou en tant que partenaire du projet Peer-to-Peer, vous seriez prêt à intervenir. Et donc là, cette première question assez générale, c'est de savoir sur quel module thématique vous seriez prêt à intervenir, soit en tant qu'expert, soit pour présenter juste un retour d'expérience de votre organisme. Donc, vous pouvez choisir, il y a 5 propositions, les 5 piliers de l'Agir. N'oubliez pas, une fois que vous avez choisi une thématique, de valider votre réponse en bas de l'écran. Donc, sur la réponse 1, c'est si vous avez un retour d'expérience ou une expertise particulière sur tout ce qui est planification, les plans de gestion et la participation du public dans l'élaboration de ces plans de gestion. Vous pouvez choisir la thématique 2, connaissances, système d'information sur l'eau et données, si c'est un sujet sur lequel vous voulez témoigner. N'oubliez pas de valider vos réponses. Vous pouvez choisir la thématique 3,
financement et mise en œuvre si vous avez une expertise particulière dans ce domaine ou des retours d'expérience. La réponse 4, c'est plus sur tout ce qui est sensibilisation, communication. Et enfin, la thématique 5, c'est les aspects juridiques et institutionnels de la gestion intégrée des ressources en eau, donc ce qu'on appelle aussi la gouvernance. Je vois qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant, donc n'hésitez pas à signaler dans le chat si vous avez des problèmes pour valider vos réponses ou quoi que ce soit, parce que là, il reste 30 secondes pour répondre à cette question. Le bouton valider est en bas de l'écran. En bas de l'écran, vous avez un bouton valider. Donc, lorsque vous avez voté, il faut cliquer sur valider en bas. Je vais renouveler un peu le temps, je pense, parce que je vois qu'il n'y a vraiment aucune réponse sur cette question. Donc, je vous laisse un peu plus de temps. Il y a quand même 22 personnes qui sont connectées au WooClap. Donc, normalement, vous devriez être en mesure de répondre. N'hésitez pas même à lever la main là, dans la visioconférence si vous avez une question, hein, si vous n'arrivez pas à répondre. Toujours pas de réponse. Je réactualise ma page internet parce que la dernière fois. Ah oui, voilà. Voilà, excusez-moi. Il fallait que j'actualise la page parce qu'en fait, il commence à y avoir des réponses. Il y a déjà 17 réponses. Donc, on voit que les plans de gestion, la planification ressortent comme une thématique sur laquelle vous êtes prêt à intervenir. Le sujet des systèmes d'information sur l'eau également. Et des données. L'écran n'est pas le bon, Mélanie. On ne voit pas l'écran, c'est un écran WooClap général. Un écran de téléphone portable même. Oui, je vais repartager mon écran. Je ne sais pas s'il y a eu un petit bug sur mon navigateur Internet. Est-ce que ça va mieux là? Est-ce que vous voyez l'écran avec les réponses? Non, pas encore. Non. C'est bon. Oui, c'est bon maintenant. Voilà. Donc, on voit que les deux sujets finalement qui étaient ressortis en besoin sur le premier module, les systèmes d'information sur l'eau et la planification, ressortent aussi comme des sujets sur lesquels vous êtes prêts à intervenir. Donc, voilà, des réponses intéressantes et on attend avec impatience vos propositions. Vous pouvez faire des commentaires sur WooClap si vous voulez préciser les sujets sur lesquels vous êtes prêts à intervenir. Mais là, on va passer à la question 2 parce qu'on a passé pas mal de temps sur cette question 1. Qui est un peu différente, cette question 2, c'est le type de présentation au cours d'un module pédagogique que vous seriez prêt à proposer. On a repris les mêmes types de contenus que lors du premier module pédagogique, c'est-à-dire vous pouvez proposer plutôt un témoignage sur une expérience réussie, c'est la proposition 1, plutôt un témoignage cette fois-ci sur des erreurs à éviter. Ça peut aussi être enrichissant pour les autres pairs de savoir des erreurs peut-être que vous auriez commises et que vous pouvez déconseiller. En 3, vous pouvez aussi proposer vraiment des conseils méthodologiques, des outils de suivi que votre organisme applique. Enfin, la quatrième réponse, c'est plutôt si vous êtes en mesure de proposer des catalogues de pratiques de type inventaire. L'idée, là, c'est vraiment de lister un certain nombre de solutions pour appliquer l'agir et peut-être d'essayer de les comparer entre elles avec des indicateurs de résultats, avec peut-être des indicateurs financiers. Donc, ce catalogue se distingue des conseils méthodologiques par vraiment l'aspect inventaire et comparaison de plusieurs solutions. Donc là, on voit qu'on a 13 réponses. On voit que les témoignages sur une expérience réussie ressortent en premier, ce qui semble assez logique parce qu'en tant qu'organisme de bassin ou étatique, peut-être que vous souhaitez communiquer sur des expériences réussies, mais il y a aussi quand même 6 organismes qui sont prêts à témoigner sur des erreurs à éviter. Et un certain nombre aussi à proposer des conseils méthodologiques ou des outils de suivi. Donc voilà.
on est à 17 réponses. Il vous reste à peine 20 secondes pour répondre. Comme la dernière fois, n'oubliez pas de valider votre réponse en bas en cliquant sur le bouton bleu en bas de l'écran. Excusez-moi, je n'entends pas bien. Non, c'était juste un micro qui était ouvert. Ah, d'accord. Donc, la question 2 se terminait, donc on va passer à la question 3, qui est un petit zoom sur la thématique connaissance, système d'information sur l'eau et données, parce que cette thématique est assez large. Et donc, au sein de cette thématique, on vous demande sur quelle sous-thématique vous seriez prêt à intervenir. Donc là, il y a 4 propositions. La première, c'est en général les systèmes d'information sur l'eau et l'interopérabilité des données, c'est-à-dire tous les systèmes pour permettre de faire communiquer les données entre elles, de les mutualiser en quelque sorte. En 2, on vous propose de peut-être faire part de votre retour d'expérience ou d'une méthodologie plutôt sur des outils d'aide à la décision. Donc, par exemple, ça peut être des applications web pour, à partir des données, faciliter la prise de décision dans plusieurs domaines, les inondations, la sécheresse, la qualité de l'eau. Donc, c'est des outils assez appliqués par rapport à la réponse 1. En 3, on vous propose peut-être plus classiquement, mais d'intervenir sur le suivi hydrologique. Donc, comment assurer la pérennité du suivi hydrologique, et peut-être comment le valoriser aussi. Et en 4, on vous propose de pouvoir intervenir sur le suivi des eaux souterraines. C'est un sujet qui était ressorti comme assez prioritaire lors du premier module pédagogique, notamment pour les pairs africains. Donc, c'est vrai qu'on l'a conservé. Si vous avez des retours d'expérience ou des méthodologies sur le suivi, l'évaluation des ressources souterraines, ça sera intéressant pour notre parcours pédagogique. Comme sur les autres questions, n'hésitez pas en commentaire à préciser vos réponses. Vous pouvez, par exemple, écrire précisément l'expérience que vous souhaitez présenter lors des prochains modules ou poser des questions. Voilà, il vous reste à peu près 1 minute. Je vois qu'il y a 14 personnes qui ont répondu pour l'instant. Donc, on voit que sur cette question, la majorité des réponses proposent la solution 1, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous être prêts à présenter quelque chose sur la thématique des systèmes d'information sur l'eau, de l'interopérabilité des données. Voilà, les autres thématiques ressortent quand même moins, mais il y a quand même quelques pairs ou quelques partenaires du projet qui sont prêts à intervenir sur les outils d'aide à la décision ou sur le suivi hydrologique. Sur les eaux souterraines, on voit qu'il y a un organisme qui est prêt à intervenir. Donc voilà, 15 réponses. Je vais passer à la question suivante. Donc, la question suivante, c'est sur la thématique des plans de gestion et de la participation du public ou des usagers. De la même façon, c'est pour détailler un peu plus la sous-thématique sur laquelle vous seriez prêt à présenter quelque chose lors d'un prochain module pédagogique. Donc, la première réponse, c'est le cycle de planification dans sa globalité. Il y a ce qu'a présenté Agathe tout à l'heure, les différentes étapes du cycle avec état des lieux, diagnostic, objectif, plan d'action, comment ceci peut être mis en œuvre par votre organisme. Et les 3 réponses suivantes, 2, 3 et 4, c'est des zooms en quelque sorte sur certaines étapes de ce cycle de planification. Donc, vous voyez, la proposition 2, c'est un zoom plutôt sur l'état des lieux, qui est une étape du cycle de planification, état des lieux ou diagnostic. La réponse 3, c'est
si vous êtes prêt à intervenir plutôt sur l'étape d'élaboration des plans de gestion. Et la 4, c'est si vous êtes prêt à intervenir plutôt sur l'élaboration des programmes de mesure et d'investissement qui sont plus précis que les plans de gestion, qui sont souvent chiffrés et priorisés. Donc, comme la dernière fois, n'hésitez pas à commenter vos réponses si vous souhaitez les préciser. Et la proposition 5, c'est la participation des usagers et des acteurs concernés dans le cycle de planification. Donc, si vous avez des retours d'expérience ou des méthodologies à présenter sur une de ces 5 sous-thématiques, voilà, vous pouvez choisir plusieurs réponses. C'est vrai que j'ai oublié de le dire sur les autres questions, mais vous pouvez proposer plusieurs interventions. Vous pouvez préciser vos interventions en commentaire. Et vous avez là à peu près un peu plus d'1 minute pour finir de répondre à cette question. Je vais commencer à regarder un petit peu les résultats. Donc, on voit que la sous-thématique qui ressort principalement, sur laquelle la majorité d'entre vous êtes prêts à faire des présentations, c'est la participation des usagers et des acteurs concernés dans le cycle de planification. Donc, assez original. Je pense que c'était une thématique qui n'était pas forcément ressortie sur le premier module, mais une sous-thématique importante dans le cycle de planification. Il y a aussi le cycle dans sa globalité qui ressort pour 4 d'entre vous. Et l'élaboration plutôt des plans de gestion, donc détailler cette étape des plans de gestion. Les autres thématiques ressortent un peu moins, mais nous trouverons des intervenants si des besoins sont identifiés. Je vois que certains d'entre vous répondent dans le chat. N'ayez crainte, vos propositions seront prises en compte. Et de plus, nous laisserons le sondage en ligne un certain temps pour que vous puissiez répondre a posteriori. Merci pour ces nouvelles réponses. Et enfin, je crois que c'est la dernière question. C'est sur quelle autre thématique vous seriez prêt à intervenir au cours d'un module, que ce soit en ligne ou en atelier au sein du parcours pédagogique de peer-to-peer. De la même manière, vous pouvez en choisir plusieurs et vous pouvez commenter vos réponses. Donc là, on vous propose 6 thématiques. Les solutions fondées sur la nature en 1. En 2, l'adaptation au changement climatique. Si vous avez une expérience, une expertise particulière sur l'adaptation au changement climatique, n'hésitez pas à proposer votre intervention. En 3, c'est plutôt sur les financements. On a vu lors du premier module qu'il y avait notamment des besoins sur les financements innovants, mais aussi ça peut être par exemple des financements plus classiques type redevance. Si vous avez une expertise ou une expérience particulière dans ce domaine, merci de la proposer. En 4, c'est plutôt tout ce qui est gouvernance et notamment des organismes de bassin. En 5, c'est un domaine qui a été proposé lors du premier module. C'est le domaine de la recherche et plus généralement de la formation sur les thématiques de l'agir et de la gestion de l'eau. Et en 6, c'est si vous avez une autre idée qui n'est pas proposée dans le cadre de cette question ou même dans le cadre des questions précédentes, si vous avez autre chose que vous souhaitez proposer, n'hésitez pas à choisir la réponse 6. Et là, évidemment, il faut préciser en commentaire quelle autre thématique vous êtes prêt à développer lors d'un module. Je vais commencer à analyser les résultats. Il y a 12-13 réponses. Donc, on voit que la proposition qui est... Voilà, il y a une égalité entre l'adaptation au changement climatique et les solutions fondées sur la nature. Vous êtes 7 à proposer des interventions sur ces 2 sujets. La gouvernance des organismes de bassin aussi, on voit qu'il y a 5 personnes qui sont prêtes à intervenir sur ce sujet. Et voilà, les autres thématiques, financement, recherche et formation,
autres thématiques, il y a un petit peu moins de monde, mais on voit qu'il y a des commentaires, notamment sur les autres thématiques. Donc, tout ceci sera enregistré, bien évidemment, sera interprété et nous utiliserons vos réponses pour construire avec vous les prochains modules du parcours pédagogique. Donc, merci beaucoup pour votre participation à ce petit sondage. Je vous laisse encore quelques secondes pour finir de répondre. N'oubliez pas de valider, comme d'habitude, votre réponse et éventuellement de préciser en commentaire. Sinon, je crois que c'était la dernière question de ce sondage. Merci Voilà. beaucoup, Mélanie Fayet. Merci beaucoup pour ce moment de participatif. Et comme vous l'avez compris, hein, vous pourrez également participer au parcours pédagogique lui-même en tant que formateur, pas seulement en tant que bénéficiaire. Et justement, si vous avez des dernières questions sur ce parcours pédagogique, sur la manière dont vous pouvez y participer, n'hésitez pas à lever la main. On n'a plus tellement le temps de questions-réponses. Il n'y a pas eu de questions dans le chat. De toute façon, on a dépassé de bientôt 15-20 minutes. Je vous remercie d'être resté là. Certains sont déjà partis. Donc, pour le mot de conclusion, je crois que Monsieur Éric Tardieu va conclure seul au nom du RIOB et du RAOB. Éric, à toi la parole. Merci beaucoup, Christophe. Comme tu viens de l'indiquer, nous avons un petit peu dépassé l'horaire prévu, mais c'est une bonne nouvelle en matière de contenu, d'interaction et de questions-réponses. Donc, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. Vous avez compris que ce webinaire est destiné d'une part à diffuser de l'information qui vous permette de comparer un certain nombre de cadres, mais aussi de notre côté à récupérer de l'information sur votre expertise, vos centres d'intérêt, vos envies d'implication pour la suite du projet. C'est un projet très participatif. On l'a commencé aujourd'hui et grâce à vos contributions, à vos questions et à vos réponses, nous allons pouvoir enclencher la suite. Voilà, je vais pas être beaucoup plus long, d'autant plus que je vois que mon ami, complice et collègue, monsieur le secrétaire général du RAOB, est présent. Donc, mon cher Nioror, je te laisse le mot de la toute fin. Merci, cher Eric. Vous aurez dû clôturer, hein. Je m'en tiens à ce que vous avez dit et remercier tout le monde, hein. C'est des mots de remerciement. Et on est ensemble pour la suite. En tout cas, je m'en tiens à ce que monsieur le secrétaire général du RIOB a dit. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme il me donne l'honneur de clôturer, donc la séance est close. Merci beaucoup.